Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Et on ne s'en lasse pas. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Sport de Time Sport sur Beurre FM, votre émission quotidienne 20h. 21h avec mes consultants au top. Juan José. Hola, buenas tardes, Claude. Comment ça va? Très bien, tu vois, on est très content du côté espagnol parce que on retrouve une finale. Ouais. On retrouve une finale. On a mis du temps depuis 2012 où on avait gagné la Coupe d'Europe des Nations, où on avait battu l'Italie, 4-0 à l'époque. Exactement. Et donc, depuis 2012, on était triste parce qu'on avait été balayé du mondial du Brésil, parce qu'on a été balayé du mondial de la Russie, à tel point qu'on a même perdu l'entraîneur avant que le mondial commence. Exactement, en 2000 en Russie. Et donc voilà qu'aujourd'hui on se retrouve en finale et en battant l'Italie qui nous a éliminés de la dernière Coupe d'Europe. Ouais. Rappelez-vous, c'était en demi-finale et au tir au but lors du dernier tir au but. Mais donc très 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 content après le match de l'Espagne hier soir et de vous retrouver vous tous, que je sais vous aimez beaucoup l'équipe d'Espagne, j'espère. On aime tous l'équipe d'Espagne. Juan José, on y reviendra notamment dans ce conducteur de ce soir. On parlera de Didier Deschamps qui relance, qui remet en place, qui retente l'expérience du 3-5-2 et puis sans oublier la venue des frères, les frères Hernandez qui sont titulaires vraisemblablement pour ce match, cette demi-finale de Ligue des Nations face à la Belgique. On reviendra bien sûr sur la victoire de l'Espagne en Italie et fin de série également pour les champions d'Europe italiens, sans oublier un mot sur la NBA. Et puis on attend bien sûr la venue de nos deux autres consultants, Mourad et Fala, qui ne devraient plus tarder. Allez, tout de suite, le JT Sport de Jason, Gogo Time Sport. Time Sport. On démarre ce JT par les sanctions de la LFP concernant les clubs de Marseille, Lille et Lens qui écopent tous d'un point de retrait avec sursis suite aux affrontements entre supporters survenus lors de Angers-Marseille et Lens-Lille en septembre dernier. En Afrique, le Maroc s'est défait facilement de la Guinée-Bissau mercredi soir 5-0 pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022 avec notamment un but du Parisien Achraf Hakimi qui s'est distingué en ouvrant le score à la 31e minute de jeu. La bombe en Angleterre, Newcastle serait tout proche d'être racheté par un fonds d'investissement saoudien dans les prochains jours. Un communiqué devrait être publié incessamment sous peu par le club anglais. Dans les autres sports, Jean-Aimé Toupane va donc devenir le sélectionneur de l'équipe de France de basket. Il succède donc à Valérie Garnier. Et toujours dans les sports féminins, les Françaises terminent 3e du championnat d'Europe de tennis de table. Il s'agit de la première médaille continentale pour la France depuis 1962. C'est tout pour moi ce soir, en vous souhaitant une bonne émission avec Bilal Nelman et toute l'équipe Time Sport. Bonjour à tous, on démarre. On est de retour avec Fala qui vient de nous rejoindre. Fala, comment ça va? Ça va, nickel, j'étais dans les transports. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu de retard, je m'excuse auprès de tous les auditeurs. Ouais, tu sais, les transports parisiens, faut toujours prévoir 45 minutes minimum, voire 1 heure à l'avance. J'ai arrêté la voiture justement pour les transports et je m'aperçois qu'en fait c'est le même journée. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Par contre, j'ai un problème de vue, Je crois que moi je suis trop resté axé sur le football et non pas la NBA, bien sûr, mais on parlera du tennis avec l'Indian Wells. Sans les stars, aucun intérêt. On y reviendra en toute fin d'émission. Allez, tout de suite, la première. Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux, c'est avec l'entraîneur français, le sélectionneur Didier Deschamps qui opte pour un 3-5-2. Est-ce une bonne idée, une surprise? Est-ce qu'on s'adapte à l'adversaire? Fala. Ouais, on va s'adapter à l'adversaire déjà. Et on a pu voir sur le dernier match qu'il avait fait, Didier Deschamps, il avait opté pour cette formule. On a vu que ça lui avait plutôt bien réussi. Après, tu sais, l'équipe de France, c'est un mystère. Ils sont capables de jouer dans plusieurs dispositifs. Et ils sont capables de rendre des copies totalement blanches, totalement inexistantes. Et tu comprends pas des fois. Donc, on va laisser, je vais donner un petit peu de crédit à Didier Deschamps quand même parce qu'on l'a un peu tapé dessus. On va le laisser travailler un petit peu. On va voir ce que ça donnera à la fin d'ici la Coupe du Monde au Qatar. Là, il peut travailler sereinement avec ses projets, sûrement sa philosophie, avec un système de jeu. On va lui laisser je vais lui laisser, en tout cas moi pour ma part, je vais lui laisser ce crédit-là.
Juan José. Alors c'est pas effectivement, comme dit Fala, c'est pas une surprise parce que c'est un dispositif qu'il a déjà essayé, mais qui n'a pas forcément donné à tout le temps les meilleurs des résultats. Donc est-ce qu'il s'adapte à la Belgique? On pourrait avoir quand même quelques doutes quand tu vois l'attaque de la Belgique, notamment avec Lukaku, De Bruyne et Hazard. Donc c'est quand même assez, je trouve que c'est quand même un peu risqué de la part de Didier Deschamps de jouer comme ça, mais en football il faut risquer si on veut effectivement gagner. Et c'est vrai que la France ces derniers matchs n'a pas été en réussite, ou au moins au niveau de la qualité du jeu qu'on attendait de l'équipe champion du monde. Mais par contre, je trouve que dans cette compo, et notamment avec la rentrée des deux frères Lucas Hernandez, dont on a beaucoup parlé, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que Théo notamment, on lui a donné une opportunité, et on reviendra peut-être là-dessus, mais on lui a donné une opportunité et il a profité à fond de cette opportunité, et il se retrouve aujourd'hui encore titulaire avec l'équipe de France. Et d'autant plus qu'il va se retrouver sur le même côté que son frère. Exactement. Alors ils ont déjà joué ensemble parce que ils étaient à l'Atlético de Madrid, donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'automatismes d'enfants et des joueurs pros à l'Atlético qui sont là. Donc il y a quand même, c'est une compo intéressante, une tactique un tout petit peu peut-être risqué, même si la Belgique aujourd'hui n'est pas non plus la plus grosse équipe de Belgique qu'on ait connue, mais reste quand même assez importante. Ouais. Et donc je pense qu'il va y avoir vraiment un match ce soir, donc dans quelques minutes, donc 3 quarts d'heure, 40 minutes du côté de l'Italie. Du côté de Turin, Fala. Non mais Juan, en fait il a tout dit là. En fait il a souligné les points importants. Faut pas négliger non plus cette équipe de Belgique qui reste peut-être moins forte que durant ces 5 dernières années, mais ça reste la Belgique. Voilà. Moi j'ai un autre regard sur la Belgique, mais je respecte énormément cette équipe. Comme il a dit Juan, c'est vrai que c'est ce schéma tactique, le 3-5-2, personnellement c'est vrai que ça lui a pas trop bien réussi dans un passé. Mais il faut prendre des risques. Et je vais revenir sur ce qu'il a dit Juan. Il faut prendre des risques. Le football, il faut prendre des risques. Il y a un moment, faut. Si tu prends pas de risques, tu veux gagner quoi? Tu veux essayer d'aller chercher quelle objectivité, comment tu veux soulever tous ces joueurs-là. Donc moi, fais attention. Voilà. Oui. Là, quand on regarde la compo, je vois que sur le côté gauche, justement, du côté de Lucas et de Théo, je pense que la France, les dangers peuvent venir justement en attaque pour la France du côté gauche. Autant pour la France, les grosses difficultés en défense vont arriver du côté droit avec Pavard, mais notamment l'attaque avec Hazard et juste derrière Carrasco. Qui vraiment quelqu'un qui va titiller tout le temps le côté. Voilà, mais à un moment donné, il n'était même pas donné titulaire. Et par contre, c'est un joueur avec un énorme potentiel et il le démontre. Bon, il y a sa particulière histoire. Bon, il est belge. Il a joué. Bon, il était à l'Atlético Madrid. Il est parti de l'Atlético Madrid pour partir en Chine. Il est revenu à l'Atlético Madrid et il reste toujours titulaire. On l'a découvert nous, de cette équipe de l'AS Monaco. Voilà. France, donc c'est quelqu'un, et donc le côté avec Pavard, ça va être compliqué. Du côté Pavard. Mais moi j'aimerais quand même signaler cette deuxième titularisation de Théo, parce que l'histoire de Théo est loin d'être la même que celle de son frère Lucas. Donc Lucas, vous le voyez, Atlético Madrid, il est donc tout le monde veut avoir Lucas dans son effectif. Il part au Bayern, il décide de partir au Bayern. Théo, c'est l'Atlético de Madrid qu'il a, et puis c'est le Real qui va le recruter, mais au bout d'une saison, le Real le prête parce que le garde pas, et donc c'est vraiment une histoire d'un club, d'un joueur qui est passé par l'Alaves, qui est passé par la Real Sociedad, et qui en fait on découvre avec tout son potentiel
du côté de l'Italie et du côté des Milan. Et c'est vrai, ça arrive tard, peut-être, il peut considérer qu'il arrive tard pour sa sélection, mais c'est un joueur magnifique et vraiment à découvrir. À 35 minutes du coup d'envoi, la composition de l'équipe de France, donc comme ça a été dit, un 3-5-2 ou 3-4-1-2 comme on le veut. Donc Lloris, sans surprise dans les buts, défense à 3 avec Varane dans l'axe, Lucas Hernandez côté gauche, axe gauche, Koundé axe droit, les latéraux donc Théo Hernandez, on l'a dit, ainsi que Benjamin Pavard. À la récupération, on retrouvera Paul Pogba et Adrien Rabiot. Griezmann emmènera l'attaque menée par Karim Benzema et Mbappé. Quand on voit les joueurs, on se dit que il y en a quand même certains qui sont amenés à jouer dans leur registre, dans leur animation peut-être préférentielle. Ouais, non, c'est vrai. T'as souligné. Je pense à Koundé qu'on a vu arrière droit, peut-être pas forcément dans une situation favorable. J'allais en parler après. Malgré ce taureau qu'il a fait, on va pas dire, parce que je pense que c'était trop du jeter la pierre sur un seul match. Et de toute façon, je l'avais défendu sur ça. On peut pas rejeter la faute sur un joueur sur un match. Ça arrive à tout le monde. Les plus grands joueurs sont passés à travers un match. Ça arrive. Mais on voit là Didier Deschamps. Il est sur un projet en fait. Koundé le remet en place. Il lui fait confiance. C'est très important. Ça envoie un message très très fort dans l'équipe. Et pour en venir sur ce que tu as dit sur les joueurs comme Pogba ou la ligne d'attaque ou en défense. Après, cette défense me fait peur. À 3 derrière, elle me fait peur. Ils ont montré plus de qualité à 4, où ils avaient plus de repères, plus de marques. À 3, c'est vrai, Juan, il l'a souligné tout à l'heure, ils ont fait des matchs où peut-être ils ont gagné, mais c'était pas flamboyant en vrai. Ça va être peut-être une fausse défense à 3, parce que j'ai l'impression que autant Théo va avoir la liberté vraiment de monter et de courir sur son côté gauche, autant Pavard, je pense que Pavard va effectivement rester plus en défense qu'en attaque, parce que ce côté-là effectivement est assez dangereux. Mais si on prend le dernier match de l'équipe de France où ils ont joué en 3-5-2, c'était un faux 3-5-2, parce qu'on a vite vu dans le courant du match, ils sont redescendus à 4 derrière. Ils sont repassés à 4-3-2, 4-3-3, où ils sont repassés à un 4-4-2 classique en losange. Et où, pour moi, Didier Deschamps, s'il voit dans le courant du match, il n'arrive pas à avoir la main sur le jeu, il va revenir à un système de jeu classique. Merci Juan Rosset. On va faire un tour du côté de l'autre côté du monde. Voilà, on va voir notre suivez les aventures de Bilal Adventure qui est avec nous. Donc le récap, c'est le lundi et le jeudi. Voilà, il est avec nous à l'autre bout du monde. Notre ami est avec nous en direct sur Time Sport de Beurre FM. Allô. Oui, bonjour, enfin bonsoir, parce qu'il fait encore jour ici. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Et vous, comment ça va? Écoutez, c'est très très bien. Franchement, je suis super content. Tout se passe très bien. Demain, direction Rio de Janeiro et tout se passe très très bien. Est-ce que justement vous pouvez nous réexpliquer un petit peu l'idée de ce parcours, de cette initiative pour nos auditeurs? Bien sûr. Alors en fait c'est un road trip donc humanitaire et sportif. Donc voilà, pour aller voir un petit peu le sport, c'est mon sport le plus brésilien. Et aussi aller chez l'habitant, voir un petit peu les gens comment ils vivent, les reporter, les interviewer, afin de montrer un peu en France comment ça se passe ici, histoire de faire un petit peu voyager les gens, filmer des paysages et aller à la découverte de l'Amérique latine. Alors depuis lundi, raconte-nous ce qui s'est passé ces derniers 3 jours, depuis ta dernière connexion avec nous lundi dernier. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qui mérite la peine d'être raconté à nos auditeurs? Alors c'est sûr, c'est qu'en fait pendant les 3 jours on a réussi à interviewer des colloques avec ici, avec des gens en direct sur les réseaux, Instagram, etc. On a réussi à faire aller assister à une manifestation où je me suis retrouvé un petit peu bloqué par rapport au président ici, Bolsonaro, etc. Donc c'est à l'avenue Paulista ici à Sao Paulo, qui est très connu.
Et du coup, on a fait la rencontre d'une personne ici qui s'appelle Eder, qui nous a amené chez lui, qui habite un peu dans une favela un peu reculée. On a fait la rencontre de sa famille, on a filmé un petit peu tout ça, et bientôt on va envoyer tout sur les réseaux. Donc restez branchés. Oui. Il faut rappeler qu'effectivement, tu as fait allusion. Le Brésil est dans une période d'élection avec Bolsonaro, effectivement, qui va se représenter ou qui se représente. Et donc tu nous as dit effectivement que t'as interviewé des gens qui vivent dans les favelas du côté des Salvador, des São Paulo. Alors comment ça se passe? Alors, on a beaucoup parlé des difficultés qui vit le Brésil depuis 2-3 ans, et notamment avec la question du Covid. Aujourd'hui, quand tu es là-bas, est-ce que on ressent encore effectivement que le Covid est très présent? Les gens ont été marqués parce qu'il y a eu quand même des dizaines de milliers des morts du côté du Brésil à cause de ça. C'est vrai. Alors, moi de ma part, ce que j'ai pu voir et constater, c'est que d'une part, premièrement, c'est qu'ici les Brésiliens sont des gens très fiers. C'est des gens qui respectent, et c'est des gens où en fait ils ont ça en eux, dans le sens où quand j'ai pu les interviewer, certes ils sont pauvres mais ils vont pas le montrer, vous voyez ce que je veux dire. Certes, par rapport à Bolsonaro, donc dans la manifestation les gens criaient tous Fora Bolsonaro, genre à l'extérieur en gros pour Bolsonaro, parce qu'il n'a pas bien agi face au système, face au problème géosanitaire qu'il y a eu ici au Brésil, qui a été vraiment pas mal touché. Donc les gens ici, ce qui est bien, c'est qu'ils sont assez autonomes et un petit peu autodidactes sur certains plans, où ils prennent des précautions et des mesures de prévention primaire et secondaire, notamment face au coronavirus ici. Et les gens, ils sont beaucoup dans l'entraide, et comme j'ai dit, en gros, très fiers de qui ils sont et de ce qu'ils sont, par rapport au fait qu'ils sont assez nationalistes par rapport à leur histoire, quoi. Donc là, en ce moment, quand ça va pas trop, ils n'hésitent pas à le dire, quoi. Est-ce que tu as eu aussi le temps de jouer au foot un peu avec les Brésiliens? Alors, tu ne peux pas aller au Brésil, n'est pas jouer au foot avec les Brésiliens quand même. Alors le truc c'est que j'aurais aimé, mais bon, ça fait que 10 jours que je suis là, entre m'adapter, me prendre l'hébergement qui a sauté, aller interviewer un petit peu les gens. Là, ce qui est bien par contre, là où je demande beaucoup d'attention, c'est que demain je pars pour Rio de Janeiro et je vais tout faire pour essayer d'assister à un match de foot où je vais mettre tout ça sur les réseaux au quotidien. Et voilà, certains aujourd'hui ont pu assister à ce qu'il y a eu. C'est que j'ai dû aller, comment ça s'appelle, à la Feira. La Feira, c'est le marché ici à São Paulo, là où je suis dans mon district. Et en gros, c'est qu'ils bouclent des rues. Et en fait, ça fait un marché un peu à ciel ouvert. Bon, il n'a pas fait très très beau, mais où ils vendent des fruits, des spécialités locales. Donc on a tout mis sur les réseaux. Il y a déjà tout. Et bientôt, il y a tout qui va sortir encore plus de façon épisodique sur YouTube. Merci infiniment, en tout cas. Merci beaucoup, Billy Adventure. Donc, on te retrouve lundi pour de nouvelles aventures, bien sûr. À Rio, du côté du Rio. N'oublie pas d'aller jouer au foot à Copacabana. C'est ce que j'allais dire. N'oublie pas de passer à Copacabana, Ipanema, au favela Carioca, tout ça. Exactement. On va tout filmer. Ça sent la samba, tout ça. Merci pour tout et en tout cas, bon courage. N'hésitez pas à suivre les pages Bill Adventure sur Instagram, YouTube, Snapchat et Facebook. À fond la caisse, c'est partagé. Et à bientôt les amis, et merci pour vos questions. À bientôt. Allez, un peu de musique, on se retrouve juste après. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. On se retrouve pour la suite de Time Sport sur Beurre FM, votre émission quotidienne sport, 20h, 21h, avec les deux consultants magiques du soir qui sont Fala et Juan José. Juan José, t'avais une petite anecdote par rapport à Bilal Adventure. Quand on entendait Bilal Adventure qui va partir du côté de Rio, je lui disais il va jouer du côté de Copacabana, sauf que à Copacabana, on joue surtout au beach volley. Quand tu vas à la plage à Copacabana, c'est du beach volley essentiellement. Alors, j'étais allé à Rio, et donc j'ai essayé de jouer effectivement. Bon, déjà, tu vois le tee européen, parce que là, on voit tout de suite, t'es pas du coin, quoi. Celui-là, c'est un touriste, quoi. Alors, j'ai réussi à jouer, mais 10 minutes, je me suis fait tellement ridiculiser par les mecs sur la plage de Copacabana que j'ai arrêté. Mais c'était sympa. On s'est fait une photo et on est parti. Mais surtout si tu vas là-bas, c'est du beach volley et qu'on joue surtout du côté des Copacabana. Mais c'est marrant ce qu'il dit Juan, parce que c'est exactement ça. Parce que si on prend tous les Brésiliens quand ils retournent chez eux au Brésil,
si on regardez les vidéos, c'est vrai ce qu'il dit, ils jouent pas au foot. Ils jouent tous au beach volley. Tous. Ils sont sur les plages, détente, tout. Et c'est que du beach volley, c'est pas du beach hockey. Est-ce que c'est un peu pas comparé, mais un petit peu à l'image du five ici, ou du foot réduit qui s'est quand même extrêmement développé. Plus étendu là-bas, c'est un autre concept. Mais quelque part ici on va pas jouer dans la plage parce que c'est compliqué, mais là-bas tu sais c'est 27, 28, 30 degrés toute l'année, donc tu peux aller jouer à la plage tranquillement. Hein. C'est vrai, mais après il y a des plages en France. Les gens ils auraient pu adapter ce système-là s'il est vraiment. Mais en janvier il fait froid, pas là-bas. Allez, c'est ça. On passe à la suite. Time Sport, la troisième mi-temps. Lucas et Théo Hernandez seront donc titulaires ce soir pour la demi-finale de Ligue des Nations. Voilà, face à la Belgique à Turin. C'est pas la première fois qu'on a donc des frères évoluer en équipe de France. On a par exemple les frères Hervé et Patrick Révéli qui sont peut-être les plus connus. C'est les derniers. Oui, Fala, vas-y. Les derniers. Bon, les derniers, c'est ceux je crois qu'on gardait une. En fait, leur nom revient avec insistance, en fait. Je crois que c'est ceux qui ont marqué de tous les frères qui ont pu jouer en équipe de France. Je pense que les frères Révéli. Révéli, voilà, pardon. C'est ceux qui ont marqué un peu cette équipe de France en tête. Et puis on pense forcément à l'AS Saint-Étienne aussi, qui dominait le football français dans les années 70. Il y a eu également, alors peut-être un petit peu moins connu comme ça, on a été chercher chez les consultants de Time Sport Charles et Georges Billot. Voilà, c'était entre 1904 et 1912. On a eu Victor et Julien Denis. Voilà, ça c'était en 1908. Ils ont joué un match ensemble. Tu dépasses ma culture. On a eu Jean et Raymond Dubly entre 1908 et 1914, ou encore Paul et Félix Romano entre 1911 et 1913. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais c'est vrai que c'est quand même rare. Enfin, ça va être quand même assez exceptionnel d'avoir les frères Révéli. C'était à peu près leur carrière en bleu. Écoute, ils disent qu'il faut remonter dans les années 70, voilà. Donc c'est à l'époque où c'était Saint-Étienne vraiment qui. C'est ça. Je disais 30, 40 ans, les derniers qui ont marqué vraiment ces frères qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué leur empreinte dans cette équipe de France. Après, je le disais, regarde, on monte à 1903, avant-guerre, tu vois. Donc, moi, j'ai regardé du côté de l'Espagne. C'est vrai, déjà, il y en a pas beaucoup. C'est la première. J'avais pas du tout un couple de frères en équipe d'Espagne. Il a fallu y aller chercher. Et il faut aller dans les fins des années 80 pour retrouver Julio Salinas et Pachi Salinas. Julio Salinas qui est devenu consultant pour la télé aujourd'hui. Donc, il arpente pas les terrains, mais les plateaux de télé. Et apparemment, ça paye. Notamment le Chiringuito que vous connaissez tous. Il va de temps en temps du côté del Chiringuito. Mais c'est vrai, c'est très rare. Après, il faut aller vers les années 20 pour retrouver des frères ensemble en équipe nationale. Ça ne veut pas dire que Théo et Lucas ne vont pas faire une grande vont avoir une grande aventure ensemble en équipe nationale. Justement, est-ce que votre avis, si on rentre un petit peu dans le sportif, la concurrence, est-ce que vous pensez que ce sont des frères qui ont la possibilité de durer, pourquoi pas, en bleu? Voilà. Pour moi, Théo, moi de toute façon, ça fait bien trop longtemps que je souligne ce mec-là, que ce joueur-là, méritait sa sélection depuis un petit moment. Après, Didier Deschamps, il avait sa philosophie, comme on dit, comme on le connaît. Il a ses principes, ses joueurs, ça. Il a une ligne directrice et il s'y tient parfaitement à chaque fois. Mais pour Théo, moi, je pense que Théo, à défaut de son frère, je pense que Théo, il peut s'installer sur une longue carrière en équipe de France. Moi, je pense, par rapport à son frère. Moi, je suis un joueur français qui est Mendy du côté du Real Madrid et qui pourrait remplacer l'un ou l'autre en équipe de France à un moment donné. Il est encore jeune et peut-être tendre pour l'équipe de France. Physiquement, Théo est plus fort, plus robuste et peut-être plus habitué. Mais c'est Mendy par exemple est quelqu'un qui pourrait parfaitement prendre la place ou de l'un ou de l'autre. Mais je pense plutôt celle de Lucas Hernandez que celle de Théo, sachant que Lucas Hernandez a été formé en tant que défenseur axial. Donc il pourrait parfaitement se rabattre sur le centre de la défense, donc avec Varane, etc.
etc. Ça dépendra après, effectivement, du positionnement tactique de l'entraîneur français, soit Deschamps ou soit quelqu'un d'autre. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, Juan. En fait, pour Théo, c'est pour ça que je dis que Théo, il peut en fait s'installer sur la durée. Parce que comme il a dit, il a été de base formé en tant que défenseur axial. On voit, il évolue sur le côté gauche, il fait super mal. Donc je pense que lui déjà pour un coach, déjà ça ouvre plus d'options, plus de futurs sur ce joueur-là. Donc si demain il y a un problème en défense centrale, il peut avoir cette garantie sûre que Théo il peut évoluer à ce poste-là parce qu'il a été formé, comme il a dit Juan, il a été formé à ce poste-là. Et moi, par rapport à Ferland, si Ferland reste sur cette trajectoire depuis l'Olympique, il va prendre la place de Lucas. Ce joueur-là, je le dis, tu pourras pas le bouger. Maintenant, Théo, depuis 2 ans, il monte beaucoup. Il monte en puissance. En fait, c'est Milan. Il est vraiment découvert à Milan. Il y a Ferland qui descend un peu, qui est moins percutant, qui fait moins mal, qui est moins imposant. Après, il est jeune encore. Il a fait moins confiance aussi. Il a été blessé. Ferland Mendy. Je crois qu'Carlo Ancelotti n'a pas totalement fait confiance à ses débuts. Plus tard que certains. En fait, les gens. Théo, il n'arrive pas d'hier, en fait. Non, il a. Ce que je disais. C'est des joueurs qui se sont expatriés, qu'on a oubliés, et qui réapparaissent sous l'effet des lumières. Théo a souffert de la notoriété de son frère Lucas. Parce que lui il part à Dortmund, Théo va au Real, mais ça va pas du côté du Real, il se retrouve à l'AB, il se retrouve à la Real Sociedad, et ce n'est qu'à Milan où vraiment il prend de l'ampleur, il prend du corps. C'est là où vraiment on voit tout ce qu'on voyait déjà quand il était à l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire tout le potentiel que ce joueur a. À ce moment-là, je pense que à ce moment-là, comme tu soulignes bien, il avait déjà le potentiel parce que t'arrives pas là, même avec le travail, tu l'as déjà. C'est comme, je sais pas, je donne un exemple, Ribéry, il a explosé tard, mais il avait déjà le talent, ce mec-là. En vrai, c'est juste que le parcours du joueur. Oui. Ce que tu veux dire, c'est que du centre de formation, c'est pas un parcours classique. Sous les feux des projecteurs pour le grand public, ils ont explosé, mais dans le milieu, c'est des jeunes qu'on connaît. À Griezmann, en fait, c'est des joueurs qui se sont expatriés très jeunes et qui ont explosé pas très tard, parce que pour Griezmann, il a eu un peu de chance, mais pour Théo. Est-ce que vous savez pourquoi justement on se retrouve avec Théo et Lucas en Espagne? Est-ce que vous avez une petite idée? Non. Oui, son père. Son père. Oui. Donc signe du côté de l'Espagne. C'est ça, parce que c'est là où les enfants d'ailleurs vont grandir. Hein. Sauf que son père va quitter sa mère, il disparaît de leur vie. C'est ça. Et la mère donc reste avec les enfants là-bas. C'est ça, Juan José. Jean-François Hernandez, le papa qui a notamment évolué au TFC, quasiment 200 matchs avant d'évoluer à Sochaux, et il a évolué notamment à l'Olympique de Marseille, mais l'année où l'OM était en deuxième division, avant de partir après. C'est pour ça qu'ils sont français de naissance. Tony Cascarino, l'équipe de la remontée. Et il était dans cette équipe-là, puis après il est parti. Juan José du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle, Rayo Vallecano, l'Atlético de Madrid aussi, avant de finir au Rayo Vallecano et de disparaître. Oui. Voilà, c'est à ce moment-là, effectivement, que les enfants, nés à Madrid, nés en France, mais qui ont grandi du côté de Madrid, ils rentrent à l'école de foot de l'Atlético de Madrid, et d'ailleurs, ils ont été formés au sein de l'Atlético de Madrid. C'est pour ça qu'on les a vus arriver en première division ensemble, pratiquement en même temps, tous les deux. Mais la réussite de ces deux joueurs-là, je pense qu'elle vient beaucoup de leur maman. Moi, je pense que. Il y a une force de caractère énorme. Ton père, ton mari, se tire, te laisse toute seule avec deux gamins, et elle reste là-bas. Elle rentre pas en France parce qu'elle est française. C'est ça. Mais ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Les derniers qu'on a pu voir, frères qui jouaient sous le même maillot, c'était les frères Debourg. Pour moi, si ma mémoire est bonne, ça remonte. Oui, ça commence à remonter. C'est ça. Oui. Avec l'équipe des Pays-Bas. C'est ça. C'est vrai qu'au très haut niveau et sur la durée, c'est ça. Ronald et Franck, derniers frères qui ont joué ensemble dans la même équipe. Eux, c'est encore pire parce que c'était vraiment la même équipe à la Jacques, avec l'équipe d'Hollande. Mais c'était vraiment les derniers frères au haut niveau qu'on jouait ensemble. C'est vrai. C'est là de les voir, les deux frères. Moi,
je suis plus content pour Théo. En fait, ça me fait plus plaisir pour ce joueur-là parce qu'il mérite déjà d'une par ses performances qu'il a. Donc, si vous nous écoutez et vous avez un frère, tous les deux vous jouez au foot et vous le faites bien, vous nous appelez, on va essayer de vous faire jouer en équipe de France. Juan va vous placer en Espagne. Non, c'est Juan, il va vous placer du côté d'Espagne. Il va mais attends, c'est nous qui découvrons Laporte, c'est nous qui découvrons Griezmann. Donc, écoute, c'est nous entre guillemets qui découvrons Varane puisqu'il part très jeune quand il arrive du côté de l'Atlético des Madrid, les frères Hernandez. Donc pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Une opportunité. Moi, franchement. C'est nickel. Je vois ce joueur, moi, ça me fait plaisir. Voilà. Après, allez, je sais pas, je pense qu'on a fait le tour sur ces joueurs-là. Mais voilà. Et oui, merci Fala, merci Juan José. On se retrouve juste après ça. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur notre émission, votre émission fétiche de sport, Time Sport sur Beurre FM 106.7, notamment à Paris avec mes consultants du soir, Fala et Juan José Dorado. Un mot, pardon. Je m'étouffe, un mot sur la composition de l'équipe de France. Comme on l'a dit en début d'émission, l'équipe de France évoluera en 3-5-2 avec, sans surprise, Hugo Lloris dans les buts, une défense à 3 avec Varane, Koundé et Hernandez, milieu défensif Pogba et Adrien Rabiot. Du côté des ailes, on retrouvera Pavard et Hernandez, et puis enfin Griezmann aura l'animation du jeu avec Benzema et Kylian Mbappé. Et en face, donc, les Belges avec Courtois. Donc, qui va garder donc la cage belge avec Adelweireld, Denayer et Vertonghen en défense avec 4 hommes au milieu du terrain, Castagne, Witsel, Tielemans et Yannick Carrasco. Et puis en attaque, De Bruyne, Lukaku, Hazard. Vous avez remarqué que c'est un France-Belgique, mais ça pouvait être un n'importe quoi Espagne. Exactement. Courtois du côté de l'Espagne, Carrasco du côté de l'Espagne, Hazard du côté de l'Espagne, Benzema du côté de l'Espagne, Griezmann du côté de l'Espagne, Théo et Lucas qui étaient du côté de l'Espagne, et Koundé du côté de l'Espagne, Varane qui était du côté de l'Espagne, et Mbappé qui sera du côté de l'Espagne. Ah oui. Donc vous voyez, c'est tout ce que vous voulez contre l'Espagne. C'est le renouveau espagnol. Quand on voit les garçons, la composition de la Belgique, on dit oui, ça reste comme la Belgique. Alors c'est vrai que l'état de forme, on peut se poser des questions, mais il y a quand même une superbe équipe là. Hein. Il y a une très belle équipe du côté des Diables Rouges belges. C'est une très très belle équipe. Je la trouve moins depuis ce Taureau. Je la trouve beaucoup moins saignante, beaucoup moins percutante. A fait beaucoup moins mal. Elle se repose, je trouve, sur des individualités à chaque fois. À chaque fois. Soit c'est Lukaku, soit Eden, il a décidé de faire son match. Mais ça repose plus sur un collectif où, justement, faut dire ce qui est. C'est vrai que la Coupe du Monde, la demi-finale passe à l'équipe de France, ils peuvent avoir des regrets, c'est vrai. Mais face à eux, ils avaient une équipe de France où c'était écrit. C'était pour eux, cette Coupe du Monde. C'était comme ça, on ne pourra pas aller contre le destin, l'histoire du football. Mais ça reste quand même une belle équipe. Quoique, si je me souviens bien, c'est la première fois depuis 2018. Depuis cette demi-finale, ils se sont jamais retrouvés. Autant l'Espagne et l'Italie se retrouvent 3 mois après, autant la France et la Belgique se sont pas retrouvés depuis 2018. Mais Eden Hazard n'est pas au mieux de sa forme non plus. Mais il est capable encore une fois de plus, même au plus bas de sa forme, de sortir. Il arrive à l'Euro, il est carrément, faut le dire, à l'Euro il est pas en mode je vais aller gagner une compétition. On voit bien, il y a eu une petite polémique avant ça quand il y a eu la Ligue des Champions, c'était le Real face à Chelsea, c'était ça, où il rigolait avec les joueurs du Real de Madrid alors qu'il y a une très avec les joueurs de Chelsea, justement, parce que c'est un ancien de la maison. Oui. Voilà, c'est ça. Et pourtant, il a montré que sur quelques matchs pendant l'Euro, qui malgré tout, ça restait Eden Hazard quand il voulait. C'est pour ça que ça m'énerve. Il y a des joueurs, ça m'agace. Ils se reposent sur des acquis, sur un statut,
sur une forme de je sais pas comment je peux appeler ça, de bourgeoiserie. Voilà. Oui, en tout état de cause. Ils ont oublié leur côté sportif. Parce que ces mecs-là, ils ont le talent, il est indéniablement, il est là, ce talent-là. Mais ce qui est vrai, c'est que les deux équipes ont des choses à prouver. Que ce soit la Belgique, que ce soit l'équipe de France. Je pense que la France sur le papier, a choses à prouver. Enfin, je ne sais pas s'il a plus de choses à prouver. Enfin, peut-être oui, parce qu'elle est championne du monde. C'est ça. Et après donc, l'Euro qu'elle a fait. Voilà. Je pense que la Belgique, en fait, je pense que la Belgique, en fait, c'est l'outsider de toute façon. Et qu'elle va jouer plus sereinement que la France. Parce que, on sait déjà, il y a eu une polémique déjà encore, depuis une petite semaine, sur encore Karim Benzema. Donc, le côté où la pression, elle est mise, c'est plus sur l'équipe de France et non sur la Belgique. Et j'ai peur que, justement, c'est ça qui puisse jouer. Après, normalement, il devrait pas avoir. Après, le staff belge est assez rassuré sur leur continuité. Roberto Martínez, encore en espagnol, est assuré de continuer avec la Belgique. Il n'est pas du tout discuté, comme l'a été à un moment donné, comme l'est encore aujourd'hui Didier Deschamps. La Belgique est en train de travailler sur un projet à très long terme, mais pas uniquement qu'avec l'équipe première et la sélection, mais avec les équipes des jeunes aussi. D'ailleurs, il y a une espèce de Clairefontaine à la Belge qui va être inaugurée. Donc c'est vraiment des projets à très long terme, et il y a une certaine sérénité dans cette équipe à l'heure de travailler pour l'avenir. Et c'est vrai que l'équipe de France a beaucoup de choses à prouver, parce que le jeu n'est pas là depuis un certain nombre de matchs, c'est la réalité, parce que Didier Deschamps a été critiqué sur leur choix. On parlera dans quelques minutes de l'équipe d'Espagne, et on verra que l'entraîneur espagnol Luis Enrique, par contre, a bouleversé complètement l'équipe en faisant entrer des mecs de 17 ans. Donc c'est vrai que la France doit prouver quand même des choses aujourd'hui face à une équipe comme la Belgique. Au-delà de la rivalité entre voisins, c'est vrai que les deux équipes doivent se rassurer et rassurer leurs supporters, parce que le mondial, rappelons-nous, c'est à la fin de l'année. La transition, oui, la demi-finale hier soir, qui a vu la victoire de l'Espagne en Italie sur le score de 2-1, grâce à un doublé de Ferran Torres à la 17e et 47e, avant la pause, si je me trompe pas. Et puis Lorenzo Pellegrini avait lui réduit la marque pour les Italiens. Le résultat. Alors, comme je t'ai dit tout au début, on est vachement content, parce que depuis 2012, c'est la première fois qu'on se retrouve en finale, dans une finale, que ça soit donc même si c'est la Nations League, ça n'a pas importe. Ça y est, on est en finale. Mais au-delà du résultat, c'est pas ça qu'on a aimé. C'est la façon de jouer de l'équipe d'Espagne. Lors de l'Euro, les premiers matchs de poule, ça a été soporifique, voir jouer l'Espagne qui n'arrivait pas à marquer, etc. Par contre, l'écart, le huitième quand même, contre les huitièmes quarts et demi-finale, on a vu une Espagne complètement transformée. Hier encore, on a vu une Espagne complètement transformée. D'ailleurs, il faut pas se tromper. Quand on a connu les joueurs sélectionnés pour cette Nations League, on a énormément, et moi le premier aussi, je le reconnais, critiqué Luis Enrique, parce que il a fait venir des joueurs de 17, 18, 19 ans. Et on disait pourquoi il le fait venir. C'est quand même une compétition à 2 matchs uniquement. Il avait raison. Et je te disais pour Didier Deschamps, mais hier soir, il a fait jouer Jérémy Pino, qui joue à Villarreal, qui a 18 ans et qui a vraiment émerveillé tous les supporters espagnols qui étaient là. Mais encore plus, il a fait jouer Gavi, qui a 17 ans, qui est le plus jeune joueur à jouer avec l'équipe nationale espagnole, qui n'a joué qu'à peine 200 minutes avec le Barça, et il débute en tant que titulaire avec l'Espagne. Il a fait un match superbe. Et d'ailleurs, tout le monde dit aujourd'hui, Jérémy, Gavi, Pedri, c'est ça le futur de l'équipe d'Espagne. Et ce qu'ils ont montré hier, c'est quand même énorme. Après, on a un joueur qui est là pour rester apparemment, c'est Laporte, qui encore une fois est titulaire et joue tout le match. Il a joué, vous savez, son premier match a été un match amical avant l'Euro face au Portugal, et puis il enchaîne les matchs de façon continue depuis qu'il est devenu espagnol et nationalité espagnole. Mais je termine avec ça, il a fait jouer hier Sarabia, qui n'est pas titulaire au PSG.
Mais ça il était titulaire avec l'Espagne. L'Euro, il a compris que c'était une valeur mais sûre. Pour vous dire que lui, il tient pas vraiment compte du fait que tu sois âgé ou pas âgé, que tu joues ou que tu joues pas. Si t'es bon, tu joues. Voilà. Et donc, mais il n'y a pas que Sarabia, parce que Ferran Torres, tu l'as dit, il a marqué 2 buts, mais il n'est pas titulaire indiscutable du côté des City. Et hier encore, il était pour l'équipe d'Espagne un élément important et essentiel. Donc voilà 2 façons de comprendre le football. On risque, il faut risquer. On est en train de construire une équipe, et pour construire une équipe, il faut essayer. Il faut recevoir des baffes parfois, des défaites qui font mal. Mais à un certain moment, ça paye. Et même si on critique beaucoup Luis Enrique, il a démontré à l'Euro et aujourd'hui, enfin hier, avec l'équipe d'Espagne, qu'en fait, peut-être c'est lui qui a raison quand il fait venir des joueurs de 17 et 18 ans. Merci, et ils sont titulaires. On sent quand même une Espagne en train de renaître de ses cendres, Fala. Ouais, non. alors moi je suis... Alors ouais, donc déjà je vais saluer Juan parce qu'hier... Hier, j'ai pas regardé le match en direct, mais j'ai regardé le replay en grand format. Donc, je tenais à souligner Juan et à le féliciter pour cette équipe de la Roja qui a montré une nouvelle image d'elle. Mais surtout, je voulais souligner ce qu'il vient de dire, c'est très très important. Luis Enrique fait confiance à des joueurs. Il en a parlé, le petit... Gavi. Non, pas Gabi. Pedri, voilà. Lors de l'Euro. Voilà, lors de l'Euro. Là, ça a été avec Gabi. Moi, ce que Gabi, ça m'a marqué, c'est... Je sais pas si tous les observateurs, tous les phares rouges du football ont pu voir cette maturité à 17 ans de jouer en sélection. On parle pas d'un club de foot. Toi, tu as des responsabilités, t'arrives, tu sais que tu es une pépite, t'arrives. Là, on parle de sélection. Une sélection, la plupart t'arrives pas à maturité comme ça, à 17 ans, tu joues relax. J'ai regardé le match en lui-même et après, j'ai regardé 45 minutes un peu du côté espagnol. Et je regardais un peu ses mouvements, ses placements, tout. Mais c'est un briscard. Non, c'est énorme. C'est énorme. À 17 ans, avoir une maturité comme ça pour pouvoir jouer en sélection. Et en plus, je vais souligner l'Espagne. Je suis 100% italien, mais je respecte beaucoup la Roja. Faut souligner quand même, ils ont sorti l'Italie 37 matchs sans défaite. C'est pas rien. On pourra dire sur les victoires qu'ils ont eu l'Italie, oui. Et on se souvient qu'à l'Euro, le seul match où l'Italie a vraiment été en difficulté. Mais c'est pour ça qu'hier en émission, je l'ai dit, victoire de l'Italie 2-1. J'ai pas eu tort. Le 2-1, il s'est juste inversé. Il s'est inversé. Mais en fait, c'était le côté supporter qui parlait. Mais si on prend le côté objectif, faut le dire, l'Espagne de tout ce Euro, ça a été la seule équipe qui a réussi à bouger cette équipe de la Squadra. Ouais. Et pas non seulement elle a réussi à la bouger avec la manière, avec ses atouts. Donc. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné encore hier, c'est que l'Espagne, elle a joué sans numéro 9. Tout à fait. C'est-à-dire que tu prends le schéma tactique de Luis Enrique, il n'y a pas d'attaquant. Et dans ce qu'il a mis dans sa composition, il n'y a pas d'attaquant. Même ça fait. On joue beaucoup sur les côtés. En 2010, quel était l'attaquant de l'équipe d'Espagne en 2010 Qu'est-ce qui s'est passé en 2010 voilà. Il n'y avait pas de neuf. Il n'y avait pas de neuf. Il n'y avait pas de neuf. Et l'Espagne finit championne du monde. Mais c'est ça. Ouais. Il n'y avait pas de neuf. Oui, Fabregas qui jouait. Oui, mais il n'y a pas de neuf. C'est un milieu de terrain. Mais dans l'animation, il était placé haut. Mais c'est vrai que comme le dit l'excellent Yanis, multisport. Après, c'est là que je souligne où l'Espagne elle a été très très forte. Et puis, Luis Enrique, il a cassé un certain nombre de certitudes. Il a aligné Laporte et Pau Torres, 2 défenseurs axiaux. Les 2 sont gauchers. Mais je vais combien de fois avec Didier Deschamps on s'est dit il faut deux actions mais un droitier et un gaucher. Il a mis 2 gauchers. Et en réalité, en fait, c'est un message fort en fait qu'il envoie. C'est une question d'habitude à l'heure des sorties, tu sors vers la droite ou vers la gauche. Le mec, mais voilà, il y a des certitudes comme ça. Il prendra son pied le plus faible pour s'en sortir s'il se retrouve dans une... Là, son pied le plus faible, il lui servira. Le mec, il sait que ça peut tenir sur 90 matchs. On s'en fout que les mecs, c'est 2 gauchers. On a bien vu. Et c'est pour ça que d'intelligence de jeu, de complémentarité, de communication, de placement. Exactement. Et je vais revenir sur ce que Juan il a dit par rapport à Luis Enrique. De toute façon, j'ai regardé les émissions qu'on a fait chez Cab et tout. Oui. On a eu le temps.
Au cas où, on sait pas si peut-être que... Et non, je reste... C'est pour ça que je sais de quoi je parle. Je l'avais dit déjà, Luis Enrique, attention. On le critique, même en Espagne, tu le disais. Oui, il est très critiqué. Mais ce mec-là, il est comme... Moi, pour moi, c'est bizarre. Hein. Est-ce qu'il est pas sous-estimé, Luis Enrique? Les mecs, ils sont dans une philosophie, ils ont leur système, ils savent déjà où ils partent. Et ça va payer à la fin. L'Espagne, ils reviennent très très fort. Et je l'avais dit, la Ligue des Nations, l'Euro, c'est pas pour eux. Mais ils travaillent pour Qatar. Ouais. Et attention. Là. Oui, je ne sais pas s'il est sous-estimé. C'est vrai qu'il a un caractère assez difficile. Il l'a montré quand il était du côté de Barcelone. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un caractère difficile pour pouvoir gérer un vestiaire où il y a des étoiles partout. Hein. Ça, c'est la réalité. Après, il a des certitudes. Ça a été un grand joueur. Et donc, il a des certitudes aussi sur sa façon de voir le football. Du côté de Barcelone, ça a marché. Quand il était du côté des Celta, avant d'aller de Barcelone, ça a marché. Mais par contre, il s'est planté complètement à la Roma. Quand il est allé entraîner la Roma. Donc c'est un peu sa seule fausse note. C'est sa fausse. Oui, ça l'est, mais en même temps, il y a un avantage avec un entraîneur comme ça, c'est que il sait où il veut aller, il se donne les moyens et il n'a pas peur d'aller contre le mur s'il le faut. En fait, et ça, c'est important pour un entraîneur. Il ne pense pas à lui à titre personnel. Il va au bout de ses idées. Il va au bout. C'est ça. Et ça casse ou ça passe. Mais pour l'instant, ça passe. Idées, hein. Et justement, on va en revenir. Quand je vois Luis Enrique, j'ai l'impression d'avoir un mélange de Didier Deschamps et de Mancini. Simple. Vous voyez la personne. Moi, je sais pas, quand je vois Luis Enrique, je sais pas. Il y a du moitié du Deschamps, du moitié du Mancini. Pour la simple et bonne chose, c'est que Juan, il le dit, il reste bloqué sur son idée. Il a une idée et ça va payer. C'est pas possible, ça paye. Ça va payer un moment. Moi, je le disais, je le redis. Maintenant, je suis déçu, mais vraiment pour cette équipe italienne. Après, il y a eu des effets de jeu. Ils ont joué à 10. Mais ils n'ont pas montré non plus et c'est la défense. Là, par contre, l'Italie va avoir un très gros problème, c'est en défense. C'est pas le milieu de terrain ou l'attaque parce que c'est de qualité, c'est du très haut niveau. Mais en défense, j'ai très très peur. Et là, vous verrez, voilà. Moi, je sens que l'Italie, s'il règle pas ce problème de défense, ça va être une passoire. Comme malheureusement, j'ai peur pour comme l'Allemagne, ils ont eu du mal. Et à défaut de l'Espagne, où c'est vrai pour le moment ils prenaient beaucoup de buts, mais ils en marquaient tellement. Donc tu perds d'un côté, mais tu rattrapes sur l'autre. Là ils ont bouché la défense. Tu sais, quand tu bouches, tu prends 3-4 buts par match. Bon, l'Espagne elle n'en prenait pas 3-4, mais quand on prend 2-3 répétitions à chaque fois, tu sais, ça devient compliqué. C'est un problème défensif. Et là l'Espagne elle a réglé ce problème. Moi c'est flagrant, elle l'a réglé. Et il le dit, Laporte, attention à la porte. Allez, on passe à la dernière partie. Time Sport, le mode pressing. Et le mode pressing, on parle de tennis, le Master 1000 d'Indian Wells. Sans ces stars, les amis, est-ce que il y a un intérêt, voilà, sans Djoko et autres, est-ce qu'il y a un intérêt à suivre? Oui, il y a l'intérêt. Ce master. Il y a l'intérêt à suivre qui va commencer ce soir. La première des choses, c'est que c'est vrai que tu n'as pas Djoko et que Nadal n'est pas là. D'accord, ni Federer, mais il y a d'autres joueurs quand tu as Medvedev qui est donc numéro 1 donc pour ce tournoi, ou encore Zverev, Tsitsipas, c'est des joueurs quand même qui sont dans le top 5, top 10. Après, ça nous permet peut-être de voir d'autres joueurs que tout au long de cette année ont montré des choses. Forcément, je vais parler des Alcaraz, les jeunes espagnols, qui a surpris du côté de la terre battue de Roland Garros à peine 18 ans, qui nous rappelle parfois le cas de Rafa Nadal, hein, qui était près du 500e en fin 19, début 2000, le 489e ou quelque chose comme ça, et aujourd'hui, à peine un an après, il se retrouve 38e du classement, mais il y a pas que lui, il y a Musetti, l'italien, 19 ans aussi, qui va pouvoir montrer des choses. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas les stars, mais il y a des jeunes qui sont là et qui avancent assez rapidement. Et
qu'on va avoir l'opportunité peut-être de voir plus tranquillement et de fixer notre regard sur eux. Et je pense que pour un certain nombre d'entre eux, ça le mérite. C'est vrai que c'est une première depuis 2000 qu'on se retrouve donc sans les trois stars du tennis, en l'occurrence Federer, Nadal et Djokovic. Fala, avant de terminer. Avant de rendre l'antenne, mais en fait, Juan, il a... Ce soir, de toute façon, Juan, la Roja l'a gagné. Je ne pourrais pas le contredire ce soir, Juan, je le contredirai pas. Mais il a raison. En fait, c'est vrai, il n'y a pas ces stars-là pourtant c'est un tournoi majeur, le Angel Wells. Mais c'est le tournoi des futurs grands champions. Faut le dire. Là, ce qu'on va avoir, c'est des futurs qui vont arriver, qui vont remplacer les Nadal, les Djokovic, les Federer. Et cette jeunesse. Ils vont les remplacer numériquement, mais est-ce qu'ils vont les remplacer en termes de talent et d'emprise? Il faut se donner le temps. Djokovic, Nadal a été rapidement, Federer aussi, mais Djokovic a mis du temps. Il a mis du temps. Il a mis du temps à arriver vraiment à dominer le monde du tennis. Ils ont les capacités de pouvoir atteindre Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir faire ce que Nadal, Federer ont fait pendant quelques temps, parce qu'il faut pas oublier, Djokovic est venu s'immiscer entre ces deux-là, il a dit non. Moi aussi j'existe. Attends, et vous allez me respecter. Et là, quand je vois à défaut que comme au football, il y a eu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, au tennis, on a eu Federer, Nadal, Djokovic s'est immiscé pour dire non. Justement, il y a l'image, on va la mettre sur les trois. Là, Angel Wells, je pense, comme on l'a dit, Tsitsipas, comment ça s'appelle, Medvedev. Voilà, excusez-moi. Medvedev aussi. Donc je pense que c'est, mine de rien, dans l'affiche, oui, c'est moins clinquant, mais ça reste. Mais l'avenir est là. L'avenir est là, le tennis français, mondial. Oula. Merci Fala, merci Noran José pour cette belle émission, merci de nous avoir écoutés, merci à la réalisation, l'excellent Yanis et ses belles coupes de cheveux. Passez une bonne soirée, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Time Sport sur Beurre FM, 20h, 21h, prenez soin de vous. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.